Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, un gros point sur BTC qui chute et qui, pour le moment, ne trouve pas de point bas. Donc, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça ensemble. Allez, pas de blabla. On passe tout de suite au partage d'écran. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement, bien entendu. Tous ces contenus-là sont gratuits. Je n'ai rien à vendre. Je fais quasiment une vidéo tous les jours sur BTC. Ça prend du temps. Donc, le meilleur moyen que vous ayez de m'aider à continuer le channel, c'est tout simplement de vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un petit commentaire, etc. de manière à un petit peu booster les algorithmes de YouTube. Alors pour moi ici, cette chute qu'on voit là, elle n'a pas forcément de raison d'aller plus bas. Alors, j'avais déjà plus ou moins annoncé ça sur, je crois que c'était avant-hier, que pour moi, bon, on avait les conditions pour un rebond, pour un short squeeze. Malheureusement, je me suis trompé. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Sincèrement, on n'a pas besoin d'avoir, comment dire, raison 100% du temps. Ici, donc on peut enlever ici cette droite que vous voyez ici, là, cette espèce de support qui n'a pas tenu, on va dire, cette ligne de tendance qui n'a pas tenu. Donc ça, on peut le nettoyer. Le support des 41K, on va quand même le garder. Vous voyez qu'ici, sur la situation globale, et je le dis souvent, on est sorti d'un énorme biseau en élargissement descendant qui a duré depuis 3 mois. Et là, on repart sur une tendance haussière à partir de là. En tout cas, c'est le postulat qu'on va baser aujourd'hui. Est-ce que à partir de là, on a besoin de revenir tester ici la running flat? Donc la running flat, vous voyez que c'est cette espèce de gros canal parallèle dans lequel on a montré qu'on était jusque-là. Est-ce qu'on a besoin de revenir tester ce bas-là pour nettoyer ou alors est-ce qu'on a suffisamment nettoyé ici les longueurs qui sont rentrées en levier? Est-ce qu'on les a suffisamment nettoyés et est-ce qu'à partir de là, on est sur, comment dire, ce qu'on pourrait qualifier en Elliott d'une 1-2, c'est-à-dire si jamais on repartait en tendance haussière, ça se ferait théoriquement en 5 vagues. Ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, donc là je vais vous le mettre peut-être en un petit peu plus gros, voilà, tac, et puis un petit peu moins opaque ici, voilà. Donc voilà, une 2, 3, 4, 5, est-ce qu'on serait pas dans une 2, hein, c'est-à-dire dans le bas d'une 2, est-ce qu'on a fait cette correction? Vous savez qu'en Elliott également, on dit souvent qu'on descend en 3 vagues en général, donc là c'est un magnifique exemple d'une zigzag. Objectif d'une zigzag, en général, en Elliott, c'est les 1.161.8. Donc là, on va zoomer un petit peu. Hop, hop, hop. Les 1.161.8, donc c'est-à-dire que on considère que si on met un mouvement de prolongation selon la tendance, là je replace un petit peu mieux mes points, on les met à la hache, hein, c'est pas grave, on fait pas les sous-vagues, etc. C'est simplement pour vous donner l'idée du contenu. Théoriquement, on devrait commencer à rebondir au 1.618. On avait un premier objectif qui était le 1 pour 1, c'est-à-dire les 100%. Donc je prends ici mon Fibonacci de prolongation de la tendance. On se met sur le point le plus bas, le point le plus haut. Ici, vous voyez que les 100% aux 40 000 n'ont pas tenu. Le support ici des 41K, 40 500 n'a pas tenu. Donc du coup, on est passé en dessous. Moi, j'avais annoncé que on n'avait pas besoin d'aller plus bas que les 1.272 ici, et donc bah, du coup là on va chercher un objectif théorique tout à fait commun qui est les 1.618. Donc on aurait potentiellement ici, potentiellement voilà, une alerte à poser au 37 839. D'accord? Pourquoi il l'a mise au-dessus? Ah oui, c'est bon. Donc elle est là, vous voyez, l'alerte là, elle est pas... Voilà. Donc on est quasiment dessus, hein, je veux dire, au dollar près, on y est presque là, donc c'est pas forcément la peine de s'affoler. Imaginons qu'on soit dans une 2 en théorie, donc là je prends le niveau un petit peu plus haut. Donc là, vous voyez, hop, tac, ça devrait être là. Et on se met une 1, 2, 3, 4, 5 en Elliott. Une petite analyse en Elliott de temps en temps ne fait pas de mal. Imaginons qu'on soit dans une 1, 2. Donc là, comme je vous dis, Elliott ne prédit pas les prix. C'est pour ça que je dis, imaginons qu'on soit dans une 1, 2. Elliott est un système qui permet de réfléchir à des prises de profit, des points éventuellement d'achat, etc. Mais on attendra bien entendu une structure ici pour confirmer que on est sur un rebond. Une 1-2 en général, elle va très souvent, dans 70% des cas, corriger entre 50 et 61,8 de Fibonacci. Et là, vous voyez que ça correspond précisément au 0,618, donc les 61,8. Donc ici, même endroit pour l'alerte, 37 600. Ah, j'ai peut-être pas très bien placé là.
Voilà. Même endroit pour l'alerte. Ici, 37 800 serait potentiellement un endroit où cette 2, si c'est une 2, aurait trouvé, entre guillemets, son point bas. Voilà, tout simplement. Si à partir de là, on partait en rebond, on pourrait calculer ici comment dire, l'extension possible si jamais on a trouvé un bas ici de 2, hein, si jamais c'est une 2, encore une fois, qui serait à peu près au 161,8 de Fibonacci, c'est-à-dire un retour ici aux 60 000 $. D'accord. Donc si on reste dans une tendance haussière, et que le prix se retourne à partir de là, Elliott nous dit que on retourne à court terme, en tout cas sur ce type de mouvement de vague, on retourne aux 60 000 $. Donc si le prix revient ici et redépasse, bien entendu, il faut enfin, si jamais il redépasse les 45, on a de bonnes chances d'aller aux 60 000. Donc ça, c'était pour l'Elliott. Je pensais que c'était sympathique de faire un petit point sur Elliott ici. Au niveau, comment dire, Fibonacci, etc. Et simplement, action de prix. Les ratios de Fibonacci sont très puissants pour trouver des points bas sur des corrections, etc. Et là, on a une confluence qui nous dit que ça y est, cette baisse pourrait s'arrêter là. Si jamais elle ne veut pas s'arrêter là, et si jamais, comment dire, on est dans une correction plus profonde, vous comprenez bien ici que ce sera crucial de garder ce support ici des 33 600 en l'occurrence, et de venir ici jouer avec cette ligne d'axe en vert et la ligne, comment dire, rose. Et que à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on revienne tester ici les 33 000. S'il n'y a pas de rebond maintenant, pour moi, c'est les 33 000, direction les 33 000. Je vois pas vraiment beaucoup d'autres supports, si ce n'est les 35 500 qui pourraient nous arrêter d'ici là, qui était ici la ligne basse qu'on avait calculée par rapport à un range. Donc voilà, on garde ce support des 41 000. Je pense qu'on va garder aussi celui-là. On va garder un petit peu tout ce qu'il y a là ici sur le graphique. Pour moi, ça reste bon. Donc ça, on a parlé des 1.618. On va maintenant faire un petit peu de données on-chain. Donc données on-chain que je vous ai mises ici. Et là, ça me paraissait intéressant de vous faire un point sur la capacité du Lightning Network, donc le Bitcoin comme un moyen de paiement, un peer-to-peer, un moyen de paiement, une sorte de PayPal. Et vous voyez ici que on est sur toujours des nouveaux ATH concernant la capacité du Lightning, le layer 2 du Bitcoin qui se développe très très bien. Donc ça, il y a beaucoup de santé. Je vous ai pas mis le hash rate là aussi, mais le hash rate est en très bonne santé aussi. Donc le réseau est en très bonne santé, on le voit ici. Ici, on voit que 60% des Bitcoins qui sont en circulation sont dormants, c'est-à-dire n'ont pas bougé, n'ont pas changé d'adresse, n'ont pas du tout bougé depuis plus d'1 an. Pourquoi c'est intéressant de noter ça? Parce qu'il y a plus d'1 an, comment dire, le prix du Bitcoin était autour des ATH, etc. Donc on a aussi pas mal de gens ici qui sont forcément, comment dire, sur 40% des gens qui ont acheté dans la dernière année, qui sont dans ce range entre les 30 et les 60, et on a 60% des autres qui sont, comment dire, plutôt des strong hands, des gens qui gardent les bitcoins, des long-term holders, donc des diamond hands, voilà, des gens qui gardent leur bitcoin pendant très longtemps. Ici, le illiquid supply, vous savez que Glassnode a un algorithme qui permet de dire, comment dire, à quel type de comportement ont certains portefeuilles. Et donc à partir de là, ça veut dire que ils peuvent scruter les adresses et celles qui vendent très souvent, dont les bitcoins changent de main très souvent, et celles aussi dont les bitcoins ne changent quasiment pas de main. L'offre illiquide, elle est caractérisée par le fait que ces gens-là ne vendent quasiment jamais plus de 25% de leur bag. Et donc du coup, les algorithmes peuvent détecter ces portefeuilles-là d'achat, qui sont des portefeuilles souverains, c'est-à-dire qui ne sont pas des portefeuilles qui appartiennent aux exchanges, qui sont des portefeuilles qui appartiennent à des institutions ou des particuliers. Et là, vous comprenez bien ici qu'il y a, surtout sur toute cette baisse-là, une énorme divergence entre, enfin, en gros, une accumulation par les hodlers, les gens qui gardent leur Bitcoin, les strong hands, les gens qui ont un comportement qui n'est pas, comment dire, impacté par la volatilité à la baisse. Du coup, on voit qu'il y a absorption ici de l'offre de Bitcoin sur toute cette descente. L'offre illiquide est en augmentation constante.
Et ça, depuis le début, le tout début, c'est-à-dire à la suite de cette capitulation là ici. Ensuite, vous voyez qu'ici on a arrangé pas mal cet été, et là depuis ce moment-là, depuis le mois de mai, accumulation par l'offre illiquide, donc les gens qui ont en général un comportement non vendeur. Voilà, alors c'est difficile de vous dire ici, on va repartir, vous voyez que, comment dire, graphiquement, bon, c'est pas quelque chose qui est évident, mais selon les Fibonacci, ça pourrait être le cas. Qu'est-ce qui peut nous donner maintenant d'autres, comment dire, une autre visibilité là-dessus? Bah, ça serait éventuellement le fondat, c'est-à-dire là on a fait l'analyse plus ou moins graphique, donc le fondamental, contexte macro, vous comprenez que on est sur deux choses en même temps, une double narration. La Banque fédérale américaine qui va remonter ses taux probablement, comment dire, en mai. Et ça me ramène ici à ce sondage où on voit, comment dire, qu'au 15 mars, beaucoup de gens pensent qu'il va y avoir des rehausses de taux, des targets, pardon, excusez-moi, je suis sur 2023. Beaucoup de gens ici pensent que il va y avoir des hausses de taux relativement accéléré, on va dire, au mois de mars. Vous savez qu'avant, ce pourcentage-là ici était un peu plus faible. Et là, les gens commencent à entrevoir une hausse rapide. C'est-à-dire que la Fed, au lieu de faire une remontée des taux de entre 0,25 et 0,50, fera une remontée entre 0,50 et 0,75. Et petit à petit, on voit que ce pourcentage augmente en fonction de la narration. Donc les marchés ont peur que cette hausse des taux soit plus conséquente et plus rapide. Vous comprenez bien que le nombre de hausses de taux dans l'année est aussi conditionné à est-ce que la Fed prend une stratégie qui est de fortes hausses en plusieurs fois et on le fait et c'est fini, ou alors plein de petites hausses dans le temps. En ce moment, je pense que la Fed a les fesses qui font bravo, tout simplement parce que ils doivent réaugmenter les taux, mais vous comprenez bien que le contexte, comment dire, avec l'Ukraine, et là, je vous ai mis, c'est le Wikipédia, comment dire, qui explique un petit peu toute l'histoire de la nation ukrainienne. Et l'Ukraine, en fait, est passée de main en main pendant très longtemps. Alors, c'est pas du tout, je veux dire, on n'est pas sur Secret d'Histoire ou Stéphane Bern là ici, mais c'est simplement pour vous dire. Et tout à l'heure, je cherchais la carte du risque, et en fait, sur la carte du risque, effectivement, l'Ukraine est située sur le continent européen. Et tout ça pour vous dire que l'Ukraine, en fait, est vraiment passée de main en main. Elle a d'abord été sous domination, comment dire, de tous les pays comme la Pologne, la Lituanie, etc. Ensuite, elle est passée aux mains de l'Empire austro-hongrois. Ensuite, elle a eu un semblant de période, comment dire, de souveraineté. Et puis, après, pacte germano-soviétique, etc. Et donc, comment dire, l'Ukraine qui devient une des républiques de l'URSS. Et avec tout ce que comment dire, Staline a pu poser à la fois comme agrandissement de territoire de l'Ukraine, donc beaucoup d'annexion d'une partie de la Pologne, etc. Donc beaucoup de choses bien au niveau territoire et beaucoup de choses bien entendu terribles au niveau affaiblissement des populations. Et puis voilà, Staline, on le sait, c'était pas un bisounours, donc voilà. Et puis ensuite, moment de l'indépendance, l'Ukraine conserve ce territoire assez énorme que Staline l'avait agrandi. Et puis Yeltsin, comment dire, éclate un petit peu la communauté des États indépendants, etc. Et l'Ukraine après est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais vous comprenez ici que ça pose pas mal de problèmes, notamment parce qu'une certaine partie de l'Ukraine parle russe, que l'Ukraine a des volontés de souveraineté qu'une certaine partie du pays ne comprend pas non plus. Certaines personnes qui sont ukrainiennes voudraient que le russe soit appris à l'école, par exemple, ce genre de choses, puisqu'ils parlent eux-mêmes russe, et il y a certaines régions dans lesquelles il est interdit, même dans toutes les régions, il est interdit d'apprendre le russe à l'école, etc. Enfin, ces deux peuples ne se comprennent plus tellement. Je parle là du Donbass et de la partie russophone avec la partie, comment dire, ukrainophone. Ça me paraissait intéressant ici de faire un petit point aussi là-dessus. Et puis, la Crimée, bah, si jamais Poutine perdait la Crimée, il perdait l'accès aux mers chaudes, et c'est très important pour la Russie de pouvoir envoyer ses navires et d'avoir une base, comment dire, à Sébastopol, qui est une ville militaire depuis très longtemps. Et donc, du coup, bien entendu, il ne pouvait pas se permettre de perdre ici la Crimée. Là, je pense que le contexte
c'est la région du Donbass, plus qu'une annexion de l'Ukraine. Ça n'aurait aucun intérêt pour Staline d'annexer l'Ukraine. Enfin, je pense, c'est un avis perso, hein. Après, je suis pas géopoliticien ou quoi que ce soit, donc ça, voilà. Mais en tout cas, il semblerait que ici, on est plus sur une énorme partie de risque où chacun avance ses pions, fait peur à l'autre, en disant, bah, regarde, tu as massé des troupes ici, bah, moi je vais en masser encore plus là. Et puis, on est un petit peu sur un moment un petit peu de tension. Désolé pour cette parenthèse d'histoire, pour ceux que ça intéresse pas du tout, mais ça permet aussi de comprendre ici que la Fed, là en ce moment, ne peut pas avoir une narration qui dit le marché est en pleine santé, il n'y a pas de peur autour, on peut réaugmenter les taux tout de suite. Là, pour l'instant, on voit que tout le monde est un petit peu tendu par rapport au marché, bien entendu. Le VIX, l'index de la peur sur les marchés, si on passe en délit ici, l'indice de la peur sur les marchés qui a tutoyé les 30 bah, aujourd'hui encore, et puis ça a été le cas aussi dans les jours précédents. Là, ici, vous voyez que la barre des 30, on y était quasiment. Et souvent, quand le VIX est fort, bien entendu, Bitcoin corrige. Pourquoi? Tout simplement parce que les algorithmes de trading prennent le VIX en compte. Hein, les algorithmes, donc les robots qui trade automatiquement, ont comme une certaine, en variante, on va dire, le VIX, bien entendu. Là, ici, vous voyez qu'au niveau des marchés, pour faire un point rapide sur les marchés, ça, c'est les 100 plus grosses actions tech américaines. Vous voyez qu'on se rapproche d'un éventuel premier arrêt ici. Donc, je pense que personnellement, si on avait une correction ici, pareil, un petit peu en 3, aller au premier arrêt serait potentiellement possible. Là, on a corrigé quand même de 23,6% sur les plus grosses, même plus, hein, on est plutôt même autour des 27-28%, sur les plus grosses actions tech américaines. SP500, bah, c'est un petit peu la même histoire. Il était sorti de son canal, il vient se recogner la tête, donc là on ne passe pas. Et ici, vous voyez le 0,382 que j'ai placé ici nous amènerait là. Ce qu'on voit aussi, hein, c'est que concrètement, par rapport aux actions et par rapport au marché traditionnel, en fait, Bitcoin affiche pas mal de force, moi je trouve. Je pense que oui. Affiche pas mal de force parce qu'en fait, comment dire, si on regarde par rapport au Covid, vous voyez le trou du Covid, il est là pour Bitcoin. Et comment dire, ben on reste sur du fois 10, fois 20 hein, depuis lors. Et finalement, bon, on corrige, oui, en fonction du contexte, bien évidemment, mais vous auriez gagné bien plus d'argent si post-Covid, vous aviez investi dans le Bitcoin par rapport comment dire, aux actions traditionnelles. Excusez-moi pour ce petit voilà. Donc du coup voilà, on a fait donc un point sur le on-chain, on a fait un point sur le fondamental. Maintenant, on va aller faire un point sur le sentiment. Vous savez que moi je suis je suis assis sur ce tabouret à 3 pieds qui à chaque fois me dit va faire l'analyse de fondamental, va faire l'analyse graphique et technique et va faire l'analyse du sentiment. Donc sentiment sur Bitcoin, vous allez voir que le carnet d'ordre ici et pas trop chargé. On s'est un peu libéré d'ordre à l'achat. Vous voyez là ici des ordres qui ont disparu là sur des ordres à l'achat. On a un petit peu plus rajouté depuis quelques temps là ici des ordres à l'achat, mais plus bas, plutôt en dessous des 30 000. Donc ça, attention à ça. Bien surveiller qu'au niveau sentiment, on a quand même de la volonté d'achat là, parce que c'est ça qui bloque le prix. Hein. C'est des ordres d'achat, bien entendu. Alors ils sont pas tous bien sûr dans le book. Très souvent, ça se fait aussi, comment dire, sur d'autres biais, over the counter ou voilà ce genre de choses. Mais attention à ça quand même. Là, je sais pas si Kingfisher chez moi, ah voilà, ça il remarche. Donc on va essayer de faire un last là-dessus pour aller voir un petit peu les poches de liquidité. En général, c'est assez long à charger, donc on va faire peut-être iBlock entre temps. iBlock, et ben vous voyez qu'on a du monde à short squeezer en haut là. Hein. Là, pour le coup, on a beaucoup nettoyé. Et je vous avais annoncé déjà un short squeeze, je pense qu'on était par ici. Pour moi, cette dernière jambe n'avait pas forcément lieu d'être en termes d'order flow. Mais en fait, je l'avais annoncé, il me semble, avant ça, 18, oui, c'est ça. Avant que là, ces grosses positions ici se posent. Hein. Moi, j'avais annoncé ça par ici. Malheureusement, ici, des grosses positions qui se posent à la fois à la baisse comme à la hausse, ici. Ce sont les shorters qui ont gagné, bien sûr, sur cette position-là. Le prix est descendu plus bas. On est venu chercher ici toutes ces positions, le nuage rose et rouge que vous voyez
en dessous. Et là, on a énormément de liquidations à prendre en haut. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et notamment de la position fraîche. Donc ça veut dire, pour moi, un retournement imminent du prix vers le haut. Un peut-être, hein, c'est un peut-être, c'est pas un conseil d'investissement. Mais personnellement, moi je suis pas en trade en ce moment, je vous donne juste ce que je vois sous les yeux. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait se retourner. Alors se retourner jusqu'où? Bah, bien évidemment, prendre éventuellement ces grosses positions-là, j'irai au moins jusqu'au 41. Et si ces positions-là sont toujours en train de jouer, on pourrait remonter jusqu'au 43. Ça, c'est en fonction des grosses liquidations, bien entendu. Ce que je vous donne là, ce sont les gros leviers, grosses liquidations. Et je ne sais pas si ces positions ont été fermées depuis le temps. C'est-à-dire que là, elles ont été ouvertes le 17. Je n'ai aucune idée si ce monsieur-là, qui a mis une position à 254 millions de dollars en levier, a pris profit à ce stade. Personnellement, si j'avais mis 254 millions de dollars en levier, je pense que à partir de là, je commencerai à me dire que c'est bon, on peut laisser aller et prendre profit. Les options. Vendredi prochain, assez gros niveau d'options, puisque c'est un vendredi de fin de mois. Donc on est à 40 000 bitcoins d'open interest, avec une valeur intrinsèque, elle est où la valeur intrinsèque assez importante, je crois. Oui, oui, on a une valeur intrinsèque qui est de 1,7 milliard à peu près, 1,8, je vais pas mieux regarder là, mais 1,8 milliard, voilà. Donc là, il y a des bonnes chances que, comment dire, les vendeurs d'options nous aident à revenir ici aux 41 000 en achetant au spot des BTC de manière à faire bouger le marché en fonction de leurs propres intérêts. On va aller voir s'il a chargé notre ami, voilà. On va faire ça. Donc ici, les poches de liquidité à prendre. Et ben vous voyez qu'on en a une énorme, énorme, énorme. Ici, là, tout simplement, là, au 42, 43 aussi. À partir du moment où on aura pris celle-là, on n'aura plus grand-chose. Donc tout dépendra de ce que va faire le marché. Est-ce que si on remonte, ça va shorter? Et ça serait le mieux pour nous. Ou alors, est-ce que si on remonte et que rien ne se passe, et qu'ici, il y a beaucoup de monde qui rentre avec du levier, on va plutôt pas revenir vers le bas et commencer à ranger, aller de liquidation en liquidation. Mais vous comprenez que ici, cette zone-là est assez énorme, et je vous avais déjà parlé de cette zone, entre les 42 et les 43. Vidéo qui fait déjà 20 minutes, donc on va commencer à avancer un petit peu sur notre ami la baleine. Et pour l'instant, j'ai pas encore refresh ce truc-là. Notre ami la baleine à boss, qui pour l'instant, vous le voyez, n'achète pas plus que ça. On avait déjà vu ses achats ici autour du 3 février, donc il y a une quinzaine de jours. Pas d'achat pour le moment pour notre ami la baleine. Le Bitcoin Grayscale, donc on va dire que c'est un ratio qui nous dit à quel point les institutions achètent ou pas du Bitcoin, est à moins 26%. Donc pas de hausse pour le moment, pas de baisse non plus. Ici, sur le Wall Street Journal, donc là on est passé sur les news, donc on retourne un petit peu sur le fondamental et le sentiment en même temps. Hein. Toujours un petit peu de la guerre en Ukraine. Apparemment 2 soldats ukrainiens qui ont été tués par les séparatistes du Donbass. Le gold, donc l'or qui pousse un petit peu grâce à cette narration de guerre aussi. Et sur MarketWatch. Là, on nous parle de la vitesse à laquelle la Fed va remonter ses taux ou pas. Est-ce que ça peut faire cracher les marchés et à quel point la vitesse est importante, en fait. C'est ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure, je crois. Et puis, voilà, vous payez déjà plus pour votre alimentation et votre... comment dire, votre gaz, voilà, oh là, j'ai du mal, votre essence, voilà, c'est ça. J'ai un petit peu du mal aujourd'hui. Votre alimentation et votre essence, voilà, qu'est-ce que va vous donner le prochain sticker shock, le prochain choc d'offres. Ici, je pense qu'on a fait le tour. On va regarder un petit peu Coindesk. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ou pas? Le Canada, oui, qui a gelé les portefeuilles en crypto de certaines personnes et à partir de certains comptes. Et à partir de là, je vous dis, bien entendu, il faut que vos bitcoins soient sur, la majeure partie de votre investissement, si jamais il représente une somme conséquente, doit être sur un cold wallet, ne doit pas être sur un exchange, parce que ça tient à des choses, des histoires de sécurité, bien entendu. Mais il y a aussi des histoires de réglementation. Si jamais un jour on réglemente, au moins vous les aurez physiquement. Ils seront à vous, vos clés seront à vous. Et si c'est pas vos clés, c'est pas vos bitcoins. Par contre, si vous êtes en trade, etc., bien entendu, vous ne pouvez pas en permanence passer de votre cold wallet
à votre wallet normale. Moi, personnellement, je privilégie les cold wallets physiques comme les Ledger. Voilà, c'est quelque chose que je me sens mieux d'avoir un Ledger avec voilà, comment dire, mes clés à part, etc. Voilà. Donc là, à partir de là, je vous avais parlé aussi, et là on va revenir sur revenir et conclure sur l'analyse de prix. Je vous avais parlé de ces deux lignes de tendance, de ces deux lignes autour de ces deux lianes, donc autour de laquelle le cours s'enroule comme un serpent. Je vous avais parlé donc de cette ligne verte qui représente la hausse, la baisse pardon depuis 3 mois, et je vous avais parlé de cette ligne rose ici en trétillé qui représente le potentiel de hausse à partir de là. On semble être pas mal attiré là, et de plus en plus, c'est ce qu'on voit, par la ligne verte. Donc, bien entendu, le contexte macro nous dira si jamais on part sur un rebond à partir de là. Donc, en gros, on a les éléments fondamentaux qui sont pas avec nous, c'est-à-dire le contexte macro n'est pas trop avec nous en ce moment. Combat contre l'inflation et potentielle guerre en Ukraine. Mais par contre, on a le sentiment qui est avec nous, puisque apparemment là, on est quand même sur une majorité de shorters. Je vous ai pas fait l'order flow directement, mais là, vous voyez ici que le nombre de contrats ici augmente. Là, vous voyez. Alors, on a bien nettoyé hein, là quand même. Hein, au niveau open interest, on est à 6 milliards, c'est vraiment plus grand chose. Enfin, c'est là, vous voyez qu'on a une majorité de shorters ici sur ce rebond qui rentre, donc ça partirait, comment dire, en direction pour le prix plutôt d'un rebond. Et je vous ai montré la poche de liquidité qu'on a à prendre au nord et ici, bien entendu, les gros leviers sur excusez-moi, les gros leviers sur iBlock. Donc là, vous comprenez bien que en termes d'order flow et de sentiment, tout penche vers un rebond. Analyse technique, on a quand même les ratios de Fibonacci qui nous disent qu'on est au 1.618 de la ABC et qu'on est potentiellement dans un point où une 2 pourrait être terminée. Donc là, au niveau ratio de Fibonacci, si on part sur un scénario à la hausse, si on envisage un scénario à la hausse, on est sur des très bons points d'achat sur Bitcoin pour un trade ou un swing trade ou tout simplement pour réinvestir. Donc c'est en termes d'investissement ou de trade, ce sont des très bonnes localisations. Et après, les plus prudents attendront qu'on vienne retutoyer ces niveaux-là pour faire un DCA. Faire un DCA, donc dollar cost average, c'est-à-dire rentrer par palier, lisser son prix d'achat, acheter en plusieurs fois en fonction des sentiments qu'on peut avoir, etc. Si moi, là, j'étais en DCA, alors moi, je sais pas si je vais racheter, si je vais payer les 38 là. Il faut que je refasse un petit point avec moi-même, qu'on discute les deux personnes qui sont le petit diable et le petit ange qui sont en moi, parce que en fait, comment dire. Je suis très à l'aise avec le fait d'être à 70-30 sur mon portefeuille en ce moment, c'est-à-dire 70% en crypto, 30% en cash. Donc remettre ici 10% au 38, je me pose la question si vraiment ça me laisserait à l'aise ou pas. Néanmoins, à court terme, pour moi, je vois ici un bon point d'achat et un bon point pour rebondir. Encore une fois, si on est reparti sur une tendance haussière, hein, bien évidemment, tout ceci ne peut être qu'un rebond, ou alors on peut aussi, comment dire, ici, en fonction du contexte macro, et ça, je pense que c'est le contexte macro qui nous le dira, revenir faire des rebonds, encore une fois, sur cette droite. Exactement dans l'esprit de ce qu'on avait fait ici, là, c'est-à-dire on a eu un over sell-off, il peut très bien en avoir un deuxième. Maintenant, bon, tout le monde est en profit ici, hein, sur ceux qui ont investi au bon endroit, tout le monde est théoriquement en profit. Donc, ce sont les long-term holders qui, pour moi, ont la réponse. Vous l'avez vu sur les données on-chain. Ce sont les long-term holders qui ont la réponse. Et à partir du moment où ils réaccumulent ici, à partir du moment où, j'en profite pour vous parler de ça, ConocoPhillips, qui est une énorme multinationale, mais une énorme multinationale du pétrole, commence à miner du Bitcoin. À partir du moment où des gens investissent des milliers des centaines de millions de dollars pour acheter des ASICs et pour miner du Bitcoin, dites-vous bien que ce sont ces gens-là qui ont la main, bien entendu, à partir du moment où Bitcoin commence à passer dans les sphères d'influence, la sphère énergétique qui est la plus puissante au niveau politique, la sphère du pétrole, celle qui vraiment a les clés un petit peu du magasin. À partir du moment où ces gens-là commencent à se mettre à utiliser leur énergie non utilisée et à acheter des ASICs et à miner du Bitcoin, dites-vous bien que ils ont des intérêts très forts à ce que Bitcoin, bien entendu, aille aux 250 000 dollars à minima. Ces gens-là ne vont pas miner du Bitcoin en se disant qu'ils seront à break-even dans 5 ans
comprenez-le bien. Voilà. Cette donnée est très importante à comprendre. C'est-à-dire la santé du réseau est très bonne. Les long-term holders ont la main à partir de là. Ici, pour moi, c'est un petit check-out de ceux qui étaient un petit peu trop optimistes et qui pensaient que ça allait to the moon et qui rentraient en levier très fort. Un petit check-out aussi des STH, donc des short-term holders. De temps en temps, on a besoin de secouer un petit peu le cocotier de manière à faire tomber les singes. Donc voilà, pour moi, ici, on est sur un très bon point de rebond s'il devait y en avoir un. Certains, bien entendu, attendront la structure, hein. Vous savez que moi, je vous parle de mes scénarios, mais avant ça, bien entendu, celui qui sera comment dire, prudent, le plus prudent, attendra une petite structure ici de retournement pour éventuellement rentrer, en perdant certes quelques petits points ici, 2%. Moi, je suis un trader de retournement, j'aime beaucoup trader contre-tendance. Euh, mais comment dire, c'est pas forcément votre psychologie à vous. Je vous donne mon avis. Je vous donne, moi, quand il n'y a pas la structure, je vous donne des signaux. Des signaux. C'est le nom du channel, c'est Crypto Signal. Donc du coup, voilà, à partir de là, vous connaissez un petit peu la musique. Je pense que si vous regardez ce channel qui est quand même relativement un petit peu technique, de toute façon, on perd les débutants, je pense, sur mes vidéos dans les 3 premières minutes, mais parce que mon contenu s'adresse à des gens qui ont déjà un minimum de connaissances en termes de chartisme, etc. Puisque je pense que c'est l'idée, je pense que voilà, c'est mon public, je pense que les gens qui sont sur le Discord d'ailleurs s'y retrouvent totalement. Donc du coup, l'idée n'est pas de vulgariser à mort ici, l'idée est simplement d'essayer de s'accrocher pour ceux qui comprennent pas forcément tout de suite, et puis petit à petit, à force de vidéos, vous allez avoir, comment dire, votre propre psychologie, votre propre manière d'appréhender les courbes et d'appréhender le contexte macro, etc. et de regarder toutes ces choses. Principalement, le principal enseignement de ce channel, c'est bien entendu, ne faites pas que du technique, ne faites pas que du fonda, ne faites pas que du sentiment. Il faut que vous joigniez les trois pour faire une bonne analyse de marché. Et à partir de là, j'ajouterai le risk management, c'est-à-dire à quel point vous rentrez sur tel ou tel coup, etc. Quel est le pourcentage de votre capital que vous mettez sur tel ou tel trade. Et à partir du moment où vous avez un bon money management, à partir de là, vous ne pouvez pas perdre et vous pouvez vivre, que ce soit des cryptos ou du trading sur les marchés même traditionnels, le forex, etc. Tout ça n'est que apprentissage et temps passé. Ce qu'on notera ici dans les moins, néanmoins, et ça j'en ai pas parlé ici jusque-là, et je voulais en parler dans cette vidéo, c'est qu'on a quand même ici une baisse des volumes, vous voyez. Donc il faudrait qu'on revienne ici sur des bougies au moins aussi belles que celle du rebondissement qu'on avait eu là, au 33, la bougie de défense des 33. Voilà. Notre scénario aussi, on l'avait posé d'une potentielle ici, épaule-tête-épaule en formation comme ça, je crois que ouais, ça j'avais parlé de ça ici, avec une cassure ici de la ligne de coup, n'est pas en train de se produire a priori, sauf si on a rebond à partir de là, c'est-à-dire que là, si on repart comme ça, alors elle serait un petit peu bizarre, un petit peu penchée, pas très jolie, mais bon, voilà, on pourrait la voir même éventuellement comme ça, avec une ligne de coup comme ça, ou non, garder une ligne de coup comme ça, et puis repartir à partir de là. C'est une possibilité. Il n'y a pas vraiment de TE là. En gros, moi j'en voyais une comme structure de retournement, pattern d'accumulation de Wyckoff ici. De toute façon, on sait qu'on est dans une pattern d'accumulation dans sa globalité, hein, ici, en tout cas par les baleines et les long-term holders. Donc, on profite d'un contexte pour acheter à bas prix, sans acheter trop vite, parce que si vous achetez trop vite, vous faites remonter le prix fortement. Donc, c'est pas du tout le but. Le but, c'est d'accumuler pendant une certaine période. Donc, voilà, acheter avec de manière sporadique pour pouvoir accumuler au maximum une bonne partie de l'offre. Et puis ensuite, quelque part, je sais pas ce que c'est que ça. J'ai dû la bouger. Ensuite, à partir de là, oui, c'est bon. Ensuite, à partir de là, comment dire, créer les conditions d'un rallye, puisque lorsque vous avez absorbé toute l'offre, il ne reste plus que de la demande. La demande qui n'a pas acheté plus bas est obligée de racheter plus haut, et tout ça donne un rallye haussier. Voilà. Désolé pour cette longue conclusion.
Mais en tout cas, voilà, c'est à partir de là, je pense que c'est ce qui peut intéresser un petit peu tout le monde. Donc on fera que du Bitcoin aujourd'hui parce que en fait, j'ai pas trop le temps c'est assez long pour moi de préparer une alt. Et là, aujourd'hui, en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de faire ça parce que je suis sur beaucoup d'autres choses en même temps. Néanmoins, je pense qu'à partir de demain, les choses vont un petit peu se calmer, tout sera un petit peu mis en place dans ma vie du côté du reste. Donc à partir de demain, on pourra reprendre un petit peu les altes et des vidéos plus longues, etc., etc. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, pouce bleu, cloche des notifications, abonnement, et puis un petit commentaire d'encouragement parce que ça fait plaisir. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire votre ville de naissance. Mettez votre ville de naissance en commentaire, comme ça on saura d'où vous venez. Donc la ville dans laquelle vous êtes né. J'en profite pour dire bonjour aux Canadiens qui sont de plus en plus nombreux sur le Discord et dire bonjour également aux Belges qui sont également comment dire des auditeurs francophones qui commencent à nous regarder visiblement. On continue, on lâche rien. N'ayez pas peur ici, c'est un check-out, donc du coup, aucune peur à avoir pour le moment. Et si ça va plus bas, surtout ne vendez pas. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Passez une excellente journée et une bonne fin de week-end à tout le monde. Salut.